Paul Manafort condamné à 43 mois de prison supplémentaire pour des délits découverts dans le cadre de l'enquête russe. L'ex-directeur de campagne de Donald Trump a déjà été condamné à 47 mois de prison dans un premier procès pour fraude bancaire et fiscale. Finalement, on a l'impression que tout se retourne contre Paul Manafort dans cette histoire aujourd'hui. En plus de 47 mois d'emprisonnement, il bénéficie encore peut-être de 43 mois. Pour vous, quelle réaction? Cela est une preuve éloquente de ce qui s'est passé en 2016 lors de cette élection présidentielle aux États-Unis. Je pense que c'est sans précédent dans l'histoire des États-Unis qu'un président de la République puisse avoir autant de difficultés avec la justice de son propre pays. Je rappelle que Paul Manafort était l'ex-directeur de campagne du président Donald Trump. D'accord? Et qu'il a travaillé pour le président Donald Trump, et que la justice américaine a fait des investigations, notamment le procureur Michael Mueller, qui a justement fait des enquêtes sur Paul Manafort. Et le procureur général, la juge fédérale de Washington, justement, qui a jugé cette affaire, reproche justement à Paul Manafort d'avoir menti sur sa collaboration avec des sociétés pro-russes et des sociétés ukrainiennes, et qu'il aurait même corrompu des témoins pour ne pas divulguer l'intensité de sa complicité avec ces Russes dans le processus de l'élection présidentielle au moment où il était directeur de campagne du président Trump. Je pense qu'il faut beaucoup faire attention par rapport à cette situation, mais en même temps, c'est un coup dur pour l'administration Trump, parce qu'aujourd'hui, la justice américaine a condamné M. Paul Manafort à 43 mois de prison. C'est énorme. À 43 mois de prison. Ce qui se rajoute à 47 mois de prison. Ce qui fait plus de 4 ans de prison. C'est énorme quand même. Ce n'est pas n'importe quoi. Et c'est un délit qui est justement... Il s'avère aujourd'hui justement qu'il a en tout cas entretenu des relations avec des entreprises russes lors de la campagne présidentielle de l'élection de Donald Trump. Pour vous aujourd'hui, quel lien faire entre ces deux situations pour vous? Est-ce que Trump, finalement, n'est pas en train de mordre la poussière avant même les élections? Absolument. Je pense que c'est un coup dur pour le Parti des Républicains et qu'aujourd'hui, la situation intégrale aux États-Unis, pour ce qui concerne le Parti des Républicains, c'est inacceptable que l'entourage du président de la République puisse être sanctionné par la justice américaine, mais en même temps, c'est la vérité qu'aux États-Unis, la justice est indépendante du pouvoir exécutif. Autrement, on ne comprendrait pas qu'un chef d'État en exercice puisse avoir son ex-directeur de campagne reconnu coupable de délit, condamné à 4 ans de prison par la justice fédérale américaine, notamment la juge de Washington. Et je pense, évidemment, donc aujourd'hui, il y a une succession d'infractions contre Paul Manafort, fraude fiscale, faux et usage de faux, extorsion de fonds, également tentative de corruption et d'extorsion. Je pense que c'est une succession d'infractions, corruption de témoins, c'est une succession d'infractions justement contre Paul Manafort, mais derrière Paul Manafort, c'est le président Trump, parce qu'il a travaillé pour le président Trump et que les infractions qui lui sont reprochées ont été commises dans le cadre de sa collaboration avec le président Trump pour son élection à la White House. Donc il est très important déjà de collaborer, de connaître justement l'étendue des charges retenues contre Paul Manafort et d'en tirer les conséquences politiques pour la vérité des urnes aux États-Unis. Et de mon point de vue, ce qui va se passer se passera, le peuple américain est souverain pour en tirer les conséquences, mais déjà ça laisse un discrédit, un doute fort important sur la transparence de l'élection présidentielle américaine de 2016 et notamment sur l'intrusion des sociétés russes et du gouvernement soviétique dans cette élection présidentielle américaine. Voilà, Donald Trump aujourd'hui qui fait face à cette situation. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui quand même qu'avec cette histoire, l'on risque d'assister en tout cas à une élection très
compliqué pour Donald Trump, qui veut briguer, disons, un second mandat après déjà le premier, qui a perdu aux élections mi-mandat déjà à la Chambre des représentants, qui a aujourd'hui, disons, qui est à couteau tiré aujourd'hui avec, disons, les membres, en tout cas, de la Chambre des représentants sur la question de la construction de son fameux projet de mur anti-immigration. Pour vous aujourd'hui, est-ce que cela redore finalement le blason pour le président Trump? Non, je ne pense pas. Ça ne redore pas le blason du président Trump. Au contraire, ça décrédibilise le processus de son élection à la White House. Je pense qu'il faut bien comprendre ce qui se passe là. On est à une année de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle américaine a lieu le mois de novembre 2020 aux États-Unis. Et je pense qu'il est très important, ici à Washington ou ailleurs, de comprendre que le contenu essentiel de cette politique va se concentrer sur la qualité des hommes qui vont défendre à la fois le Parti républicain, mais également le Parti démocrate. Et on a l'impression aujourd'hui que la succession justement de condamnations des proches du président Trump ne sont pas en faveur du candidat Trump à sa propre réélection. Et vous avez également suivi les démêlés du président Trump par rapport à son projet de construction du mur à la frontière mexicaine. Donc il y a une succession pour lequel il a décrété, disons, l'état d'urgence et que des élus même du Parti républicain, mais également la majorité des représentants démocrates ont contesté cet état d'urgence. Donc il y a qu'aujourd'hui, vous avez un président de la République qui a malgré tout la légalité constitutionnelle, mais qui est contestée dans cette légalité constitutionnelle par les institutions constitutionnelles américaines qui sont le Sénat et la justice américaine. De mon point de vue, ce sont des faits qui auront forcément un impact politique important pour la présidentielle à venir. Il appartiendra au peuple souverain des États-Unis d'en tirer toutes les conséquences. Nous, en tant qu'analystes, en tant qu'intellectuels, en tant qu'universitaires, ce que nous pouvons dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un débat national à Washington, en Alaska, à Boston, à New York, dans toutes les villes des États-Unis, sur l'homme d'État américain actuel et sur ses compétences à assumer la haute fonction de chef de l'État, mais surtout sur les relations des États-Unis avec la Russie. Il y a quand même le contexte de la guerre froide. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, quand même reste marquée jusqu'à la chute, cette ingérence russe dans les élections américaines que la justice américaine cherche coûte que coûte à déterminer. Et au fil du temps, avec les investigations, avec des procès, on se rend compte qu'il y a plus ou moins des rapprochements entre l'équipe Trump de la campagne avec des entreprises russes. Évidemment, nous sommes aux États-Unis. Quand vous constatez les réalités sociologiques, quand vous faites des investigations, le juge, le procureur plutôt Michael Mueller a fait des investigations et il a découvert qu'il y avait une relation très très forte entre les proches du président Trump et le président Trump lui-même. Je rappelle, l'ancien ministre justement des Affaires étrangères est parti pour les mêmes raisons. Qui a démissionné, qui a rendu sa démission. Mais évidemment, parce que le procureur américain, le procureur fédéral avait découvert ses relations très proches avec Moscou. Et vous savez que dans les relations bilatérales et dans les relations multilatérales internationales, la guerre froide qui a fini en 90 ou qui a fini pratiquement en 2015 parce que le président Barack Obama a fini par renouveler la diplomatie avec Cuba, qui était rompue depuis plus de 50 ans. Le fait d'avoir renouvelé la relation bilatérale et diplomatique avec Cuba, on a dit que ce jour-là, il y a eu une dernière partie de la guerre froide qui s'est terminée pour les États-Unis. Mais l'intrusion de Moscou dans le processus électoral américain est un nouveau point de départ de la guerre froide entre Washington et Moscou. Et vous avez suivi le dernier problème majeur entre Moscou et Washington. C'est le problème des traités nucléaires. L'accord de 87 sur le nucléaire, Washington a dit que Moscou n'a pas respecté l'accord, et parce que Washington est sorti de l'accord, Moscou a dit qu'il n'était pas aujourd'hui dans l'intérêt de la Russie de continuer à rester dans un accord dans lequel les États-Unis ne font pas partie, et que Moscou userait de tous les moyens de défense à sa disposition pour se défendre en cas justement de menace nucléaire. Et même d'attaquer des États partenaires aux États-Unis. Dans ce processus-là,
Voilà. Donc, il y a une nouvelle guerre froide qui a commencé, de mon point de vue, ça n'engage qu'Idrissa Condé, de mon point de vue, par rapport justement à l'intrusion, à la capacité d'intrusion des Russes dans le processus des élections présidentielles, dans la plus grande diplomatie multilatérale internationale, dans la première économie internationale. Merci d'être passé. C'est une obligation et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà. Allez, au revoir. Nous nous retrouvons demain pour un autre numéro. Pendant ce temps, continuez la discussion sur vous. Nous, on vous rend l'antenne. Au revoir.